familiaux et communautaires face à la violence en milieu scolaire, origines et solutions. Permettez-moi juste peut-être de rebondir sur la plénière précédente et sur aussi une conviction en tant que membre du Conseil supérieur. Donc Jamal Bellara, je me présente. Je pense que la plénière précédente a abordé effectivement la problématique du climat contenu à l'école, des compétences socio-émotionnelles. On a abordé la situation d'harcèlement ou d'intimidation en fonction de la région du monde dans laquelle on se situe. Le cyberharcèlement a été aussi abordé, qui est un vrai sujet avec le développement des réseaux sociaux aujourd'hui, et puis toutes les politiques de prévention possibles et imaginables. Bien évidemment, l'intimidation, le harcèlement, la violence en milieu scolaire, elle est systémique. Il y a la famille, il y a l'école, mais il y a aussi l'environnement dans lequel on évolue. Si on ne traite pas les trois choses, les trois éléments en même temps, ça peut être très compliqué. Et je pense qu'aujourd'hui, la table que j'ai le plaisir d'animer maintenant va aborder, entre guillemets, l'aspect des acteurs. Et je pense que les enseignants, éducateurs, instituteurs et autres doivent impérativement avoir une logique d'accompagnement et de formation qui doit être très très profonde. Et je pense que c'est là où le bas blesse dans un premier temps. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je suis ravi que le Conseil supérieur, avec le partenariat de l'UNICEF, ait mené cette réflexion sur la base d'études qui ont été faites. Et effectivement, les chiffres sont inquiétants. Et je crois que l'inquiétude des chiffres doit nous responsabiliser, déjà nous en tant que conseil, pour donner suite à tout ça. Et je pense qu'il y aura une suite en prise de position par rapport au conseil. Mais je pense que dans nos écoles, dans nos universités, c'est vraiment une question d'actualité d'aujourd'hui. C'est qu'on ne peut pas faire société ensemble si on n'aborde pas, si on ne soigne pas ces mots MAUX. Et quand j'entends qu'aujourd'hui, le harcèlement ou l'intimidation aujourd'hui a beaucoup plus d'impact que la mort d'un parent, on peut se poser des questions de fond sur cette question-là. Et il est de notre responsabilité en tant qu'adultes aujourd'hui de mener les politiques publiques nécessaires sans partir du principe qu'on se déresponsabilise parce qu'on donne ça à l'État. Les familles ont un rôle et il faut les responsabiliser au day-to-day parce que l'éducation, la responsabilité qui est la nôtre, est un enjeu majeur. Donc voilà, mesdames et messieurs, je vais essayer d'être le garant du temps. Donc j'ai demandé à mes amis de respecter le temps. Et je serai assez dictatorial pour ce faire. Donc, je donnerai 10 minutes avec un petit warning pour les 5 minutes restantes, parce qu'on doit aussi respecter les acteurs qui vont venir tout à l'heure, et surtout le débat. Je suis sûr que vous avez plein de questions à poser, et j'espère qu'il y en aura beaucoup. Donc, mes amis qui vont intervenir maintenant, je vais les nommer donc avec Johanna Herat, qui est à ma gauche, qui va intervenir au premier, qui est chef de section à la centre de santé et éducation au niveau de l'UNESCO. Ensuite, Hugh Salmon, qui est au niveau, je dirais, directeur Alliance mondiale pour les travailleurs des services sociaux à Londres, au Royaume-Uni. C'est Abdouadoud Karbouch, qui est professeur de psychologie à la faculté des sciences d'éducation à l'Université Mohamed V à Rabat, et bien sûr membre du conseil. Et à distance, nous aurons Lynn Rasmussen, coordonnatrice aujourd'hui, section éducation UNICEF à New York. Nous aurons trois interventions en anglais et une en arabe certainement, donc vous avez les casques. Et donc, je compte sur vous, mes amis, pour respecter le temps vraiment, et ne me trouvez pas impertinent si je vous arrête à un moment donné, parce que c'est la règle du jeu. Et donc, Johanna, you have the floor. Merci beaucoup déjà pour l'invitation. UNESCO est ravi d'être là parmi vous aujourd'hui. Si je peux me permettre, je crois qu'on a parlé de 12 minutes. C'est peut-être une question de traduction à l'anglaise. J'ai entendu 12 minutes. On va voir. Je vais passer en anglais parce que c'est ma langue maternelle et je trouve que je peux mieux m'exprimer sur ces sujets sensibles en anglais. Et je vous en prie de m'excuser de ne me présenter pas en français ni en arabe. D'accord. Donc, je vais vous entretenir aujourd'hui de la compréhension des formes de la violence. Mais en fait, nous avons eu cette discussion hier. Nous avons parlé des données. 246 millions d'enfants qui sont sujets de violence. 1 de 3 enfants ont rapporté de la violence pendant l'année dernière. On a eu aussi un rapport excellent par le Conseil supérieur
Et je le remercie pour la production de ce rapport. C'est l'un des pays rares dans le monde qui a investi dans un rapport pareil sur l'état de la violence à l'école. Donc, bravo à vous. C'était un travail excellent. Et il me semble que c'est important pour comprendre le problème et puis chercher les solutions. Donc, cette région en Afrique du Nord a beaucoup d'harcèlement. Elle est classée deuxième. Et surtout s'agissant des garçons, mais aussi des filles. Nous avons tous entendu de la violence aux écoles qui reflète les dynamiques de violence dans la société en général. Donc, les écoles ne sont pas seules, ce ne sont pas des îles, ils font partie de la communauté, mais ils sont des places où le changement peut se passer. Donc, on va parler de ça. Donc, nous avons eu des définitions et des données, et même les jeunes élèves ont parlé. Quand on parle des données, nous oublions qu'on parle des gens réels. Et l'expérience de la violence est une expérience humaine. Et pour cela, il faut travailler là-dessus. Donc, je partagerai avec vous 3 exemples pris du matériel que nous utilisons dans le curriculum dans quelques écoles à travers le monde. Ils sont basés sur les expériences de la vie réelle. Donc, l'exemple ici, c'est une jeune fille Claire qui a 12 ans. Pendant les vacances, son cours a changé. Et la première semaine, 2 garçons se sont moqués d'elle. Ils essayaient de la toucher et de lui enlever le soutien-gorge. Et elle a décidé de ne jamais revenir à l'école. Abel, 15 ans. Elle a été convoquée par le directeur qui voulait donner un exemple. Donc, il revient avec lui à l'école et devant tout le monde, il le cogne, il le frappe et lui dit de se comporter comme un homme. Donc, ce que nous voyons ici, c'est la violence physique, mais aussi l'humiliation. Et cet exemple, une jeune fille, Rita, a besoin d'aller aux toilettes, mais il n'y a pas de toilettes à l'école. Donc, et les filles vont juste aux alentours de l'école et les garçons la suivent et la regardent. Un des garçons voit ce qu'il faisait et il a décidé de ne pas les rejoindre. Il revient en classe en se demandant qu'est-ce qu'il allait faire. Donc, ce que nous pouvons voir et ce que nous avons entendu ce matin des représentants de mes collègues, qu'il y a différentes sortes de la violence, l'harcèlement, la violence sexuelle. Donc, c'est le cadre pour décrire ce que nous comprendrons, ce qu'est la violence. Donc c'est la violence physique, la punition corporelle, mais aussi les images avec la violence psychologique. Donc, ils ont beaucoup de points en commun. Il s'agit des émotions, de l'exclusion et l'harcèlement dont on a parlé et dont on parlera aujourd'hui. Il y a aussi le problème de la violence sexuelle et il n'y a pas assez de rapports à propos de ça parce que c'est très sensible et bien sûr dans l'environnement des écoles, ça ne veut pas dire que ça ne passe pas. Je viens du Royaume-Uni et j'ai vu un rapport des inspecteurs nationaux où ils posent les questions. Ils demandent aux filles, est-ce que vous avez une expérience pendant l'année dernière de quelqu'un qui fait des commentaires sexuels ou est-ce que vous avez vu des photos, des dessins de sexe? 9 de 10 filles en UK ont dit que ça leur est arrivé, mais on ne leur a jamais demandé. Et est-ce que vous en avez parlé au professeur? Non, c'est normal, c'est quelque chose qui se passe toute la vie et on doit l'accepter. Mais la question qu'il faut poser, pourquoi est-ce qu'on doit vivre avec ça? C'est pas normal, c'est pas sain.
et ça ne nous aide pas pour avoir une société d'égalité et de balance. Donc la violence physique, sexuelle et psychologique travaillent ensemble. Il y a aussi des facteurs et des forces derrière cette violence à l'école. Donc, si nous voulons réussir à prévenir tout ça, il faut prendre tous ces facteurs en considération. Et le genre, par exemple, si on ne comprend pas, ça c'est l'un des facteurs, mais aussi la capacité, les apprentis qui ont des problèmes physiques ou des handicaps peuvent être sujets de cette violence. Donc il y a un risque très important. L'état des migrants, les gens qui viennent de différentes parties du monde, l'ethnicité aussi, et l'état, le statut socio-économique. On entendait parler d'un enfant qui sont pauvres, mais aussi l'orientation sexuelle. Le dernier point dont je voudrais parler, c'est que ça se passe à l'école et autour de l'école. C'est pour cela que cette réunion est importante, parce que ça nous permet d'en parler. Je crois que nous avons tenté beaucoup sur l'impact de la violence sur les apprentis. C'est une violation du droit à l'éducation d'abord, et puis ça mène les gens à quitter l'école et ça réduit les résultats académiques des élèves. Et nous tous ici, nous voulons améliorer la qualité de l'éducation. Donc il faut agir ou réagir à ce problème. Nous avons fait de la recherche il y a 2 ans avec les professeurs et nous avons vu que beaucoup d'écoles ne sont pas encore prêtes à réagir et beaucoup de professeurs n'ont pas reconnu beaucoup de gestes comme étant une violence. Les professeurs ont dit non, je ne vois pas ça comme une violence. Mais seulement 30% ont dit qu'ils ont été formés sur la prévention de la violence. Donc, il faut travailler là-dessus. Mais d'abord, nous avons aussi les approches aujourd'hui et demain cette façon de composantes différentes. Donc, il faut accepter la complexité. Donc, pour l'UNESCO et beaucoup de collègues au système des Nations Unies, nous avons utilisé la preuve pour définir la réponse ou la réaction de l'éducation et de l'école. Et ces composantes, ces 9 composantes vont vous être présentées de façon différente. Ensemble, créent les conditions pour mettre fin à la violence à l'école. Donc, la première chose dont il faut s'occuper, c'est le leadership politique. Nous sommes ici ensemble au Conseil supérieur. Nous sommes dans des positions pour voir l'engagement politique. La deuxième chose, la deuxième composante, c'est la formation et l'appui aux professeurs. Donc, ce changement de la mentalité et la reconnaissance de la violence quand elle se passe et qu'on est capable de faire quelque chose. Donc, on a des présentations différentes et je parlerai des professeurs après. La troisième composante, et bien sûr, toutes ces composantes doivent être prises en considération ensemble. Donc, la troisième, c'est à propos de l'apprentissage des programmes et du curriculum. Vous avez assez d'espace au Maroc pour la vie, la compétence de vie, mais il faut prendre un peu de temps pour réviser le curriculum et voir qu'elle est mise à jour et il a besoin de recommandations internationales et la vision que vous avez à propos de votre société. Mais je suis sûr que ça existe déjà pour que les enfants soient mis au courant de leurs droits et ils peuvent décider ce qu'il faut faire s'ils voient ou s'ils sont sujets de la violence. Donc là, c'est un travail très critique. Nous avons parlé de l'environnement psychologique et on en a parlé et sur le climat de l'école est très important.
Et à l'intérieur de ça, il faut avoir des mécanismes de reporting. Si vous avez de l'expérience, à qui ils vont s'adresser? Est-ce qu'il y a une boîte où il faut faire une plainte anonyme? Qui c'est qui l'ouvre? Qui c'est qui lit ce qui est écrit? Nous avons besoin de nous assurer qu'on implique les professeurs, les élèves, les directeurs et les associations des parents, si vous en avez, vous avez 2 minutes. Et bien sûr, la gouvernance. Ils doivent travailler et aller dans la même direction concernant la violence. Et ce qu'il faut faire pour la résoudre? On a entendu hier les élèves, et j'espère que nous allons continuer encore aujourd'hui. Le numéro 8, c'est le partenariat et la collaboration. Et nous voyons ça entre la protection de l'enfant, l'éducation de la santé, ainsi que les affaires des femmes. Donc, voyons que ça, c'est très critique. Et finalement, c'est la preuve. Et vous avez la preuve dans votre pays et vous pouvez réagir. Je voudrais partager avec vous quelques exemples. C'est 2016, mais il est à propos de la violence basée sur le genre. Donc, vous pouvez flasher le code et ça présente des preuves et des exemples comment il faut répondre à cette violence. Mais ça peut bien sûr s'adresser à toutes les formes de violence. Nous avons se documenté des pays, des pays au-delà du Sahara. Est-ce que je peux prendre une minute? Et bien sûr, des contextes religieux, sociaux différents. Voyez ce qui se passe par le gouvernement ou par les ONG. Et nous avons documenté ce qu'ils font à propos des profs, du monitoring, le programme. Et donc, je vous encourage à y jeter un coup d'œil. Ils sont en anglais maintenant, mais ils seront peut-être traduits en français ou en arabe. En tant que professeur, il y a aussi du travail. Nous ne savons pas exactement comment ils mettent fin à la violence. Donc, ce que nous avons appris, je voudrais partager tout ça avec vous parce qu'on ne l'a pas encore discuté, ce dont les professeurs ont besoin pour réagir. La première chose dont ils ont besoin, c'est un espace sain pour réfléchir. Donc, c'est une pratique réflexive pour penser à leurs valeurs propres. Et puis, nous avons besoin de formation et de travail pour développer l'empathie et la confiance des professeurs. Si le prof ne sait pas comment diriger la classe sans violence, il doit apprendre une méthodologie nouvelle et des approches nouvelles. Et nous avons aussi besoin, si le professeur doit faire un changement, il faut les appuyer, qu'ils s'appuient entre eux. Donc, il doit y avoir des relations très étroites entre eux. Il y a un exemple comment on peut impliquer les syndicats et c'est bien efficient. Est-ce que vous pouvez conclure, s'il vous plaît? Donc, les syndicats peuvent être efficients, mais ça prend du temps. Donc, 2 ou 3 ans de collaboration. Donc, pour conclure, aujourd'hui est la journée internationale contre la violence à l'école et le harcèlement. Et je vous invite à partager à travers les médias sociaux les messages différents. Cette année, nous parlons de la santé mentale. Et parfois, il est très important d'avoir une campagne pareille pour parler à haute voix, mais le travail qui nous attend, c'est le travail régulier ensemble comme groupe de partenaires au lieu d'une seule campagne. Ça a été fait dans d'autres pays et c'est possible. Et il y a beaucoup de success stories que je partagerai vous dès que j'en ai. Merci, Anna. You had your 14 minutes. So you have respected your time. Merci pour avoir respecté les échéances. Passons maintenant à la présentation suivante. So while the slides have changed, Quand je vais passer les diapos, si vous vous demandez pourquoi c'est différent, je
Je devais porter une cravate depuis l'âge de 10 ans à cause de l'école à cause de mon école. Je ne connais pas la raison jusqu'à maintenant. J'aimerais porter ce badge au lieu de la cravate aujourd'hui. Un microphone. Ce badge est un badge d'honneur. Je suis très heureux par la conférence aujourd'hui. Je l'admire beaucoup et j'adore ce badge aujourd'hui. C'est ce que je porte avec fierté au lieu d'une cravate qui va me gêner en fait. So I'm gonna start with a story. Je vais commencer par vous raconter une histoire tragédique qui peut arriver dans quoi que ce soit comme pays. Je vais essayer de la raconter pour savoir si ça arrive dans votre pays peut-être. Est-ce que votre fils s'appelle Daniel l'Invisible? Il a été invisible quand il devait être reconnu. Il vivait dans une grande ville en Angleterre après une longue période d'abus et d'harcèlement par ses parents. Je vais essayer de changer le débit pour la protection de l'enfant dans l'école. C'est important de raconter l'histoire de Daniel parce qu'il a passé une longue période d'abus et d'harcèlement. Je n'ai pas commencé à enregistrer, je vais reprendre l'enregistrement. Vous avez déjà dépassé une minute, mais non, j'ai pas commencé l'enregistrement. Il a passé une longue période de négligence et d'abus par ses parents, et après il était mort. Il a été mort, c'était la raison. C'est tragédique parce que ça arrive fréquemment, mais ce qui est bien et ce qui se déroule dans mon pays avec ces histoires, il y a un public. Il y a un public et tout le monde retire les enseignements de ces histoires. Quand Daniel a été invisible, aucun professionnel a essayé de lui parler, de savoir, de l'écouter. Il a souffert pour des mois avant sa mort. Il partait toujours à l'école avec des blessures et des bleus dans son visage. Et il cherchait de l'aide, un assistant, un enseignant. Là, les enseignants se moquaient de lui. Il souffrait tout seul. Et avant sa mort, il pesait 10 kg parce qu'il était très mince à cause de l'abus et la négligence. Et ses parents étaient des alcooliques. Et les professionnels n'intervenaient même pas. Ils n'ont pas pensé à l'imprévu, ce qui se passait réellement. Ils ont accepté la réalité et l'explication basique de ce qui s'est passé. Donc, ils n'ont pas écouté, ils parlaient pas, il n'était pas natif, donc ils ne parlaient pas la langue courante là-bas. Et les conversations avec les enfants, la conversation entre les enfants, c'était pas des mots, mais c'est jouer ensemble et des interactions sociales, mais personne ne lui parlait dans sa langue et c'était difficile pour lui de s'intégrer. Là, l'école n'a pas ce qu'il voyait, c'était une attitude anormale. Il savait pas que sa vie était en risque et en danger. Il est parti à l'hôpital. Il a visité l'hôpital pour 2 reprises à cause de ses blessures, mais c'était accepté. C'était accepté par les docteurs. Ils n'ont pas essayé d'intervenir aussi. On peut dire aujourd'hui que Daniel pouvait avoir un bon traitement, une bonne intervention s'il a été écouté, si on a essayé d'avoir un jugement de sa situation. Les docteurs et les enseignants n'ont pas lié ses blessures avec des préoccupations sincères, les explications de ses parents. Donc sa mère était une manipulatrice persuadante aussi. Elle a pu convaincre tout le monde, les professionnels, et se déguiser dans une illusion qu'elle était une bonne mère. Donc il y avait l'idée et le juge a dit enfin que Daniel a été invisible et c'était l'essence du problème. Daniel ne devait pas être invisible si l'école a joué son rôle, c'est un rôle crucial pour prévenir la violence, pas que à l'intérieur de l'école, mais aussi à l'intérieur de son foyer. Je vais m'introduire. Je suis président d'une grande force, un grand mouvement, sous la bannière, bien sûr, avec beaucoup de gens. Vous pouvez voir les noms.
Je suis désolé parce que c'est qu'en anglais, mais vous savez qu'au Maroc, il y a beaucoup de titres pour les gens qui donnent et qui fournissent du service de l'assistance sociale. C'est une, c'est une force collective avec beaucoup d'experts et beaucoup de spécialités et d'assistants sociaux qui travaillent sur la prévention et aussi la réponse en temps réel au niveau local et au niveau national, avec la communauté aussi. Ici, vous pouvez voir quelques exemples des titres, les titres des gens qui travaillent, des professionnels qui travaillent dans les écoles pour essayer d'intervenir et de prévenir une nouvelle histoire comme celle de Daniel. Vous avez le directeur de l'école ou bien directeur député qui est responsable pour être le lien de connexion de la communication avec l'enfant. Vous avez quelqu'un qui est responsable du bien-être, un conseiller de l'école, un psychologiste professionnel. Dans mon pays, nous avons plus de 100 années d'avoir le bien-être et les professionnels qui s'occupent du bien-être dans l'école et sur la présence aussi et les directeurs essaient d'avoir 90% de présence ou plus, au lieu de voir les situations euh, subjectives des enfants. En regardant l'environnement social, les travailleurs sociaux, les travailleurs dans la protection de l'enfance, et des gens qui ne travaillent pas toujours à l'école, mais qui viennent de façon régulière. Et ce qu'on disait depuis hier, il y a deux choses qui sont parallèles, deux approches qui intègrent les enfants, les parents, les personnels, ou le personnel plutôt. Il faut faire très attention à ces problématiques. Je vais passer très rapidement parce que ça a été déjà couvert, mais le cas de Daniel nous rappelle que l'école n'est pas une place juste pour apprendre, mais c'est des espaces critiques pour s'identifier, pour adresser la violence contre les enfants. On peut voir les preuves et comment répondre. Donc, les enfants passent beaucoup de temps à l'école, donc c'est une opportunité unique pour intervenir et pour les aider. Les écoles ont cette obligation de protéger les enfants. Ils ont une obligation pas que pour enseigner les enfants, mais aussi pour les protéger de quoi que ce soit comme sorte de violence et de leur fournir l'attention. Ça fait partie de leurs droits. Donc, nous devons adresser la protection de l'enfant à l'école, mais aussi donner des résultats de l'éducation et aider les pays à atteindre leurs objectifs de développement durable pour aider les économies. C'est très important pour le ministère des Finances, mais ça aussi, c'est important pour la nation en général, pour protéger l'enfant, etc. Nous devons avoir une approche plus large, un système qui lie l'école avec le système qui est plus large de la protection de l'enfant. Donc, le personnel à l'école. Mais le problème, quand nous avons mené des études sur cela, le personnel dit oui, nous comprenons, mais nous sommes très occupés. Est-ce que vous savez, notre calendrier, il est très plein. Nous ne pouvons pas ajouter des services additionnels, des tâches additionnelles. Donc, nous ne pouvons pas inclure tout cela. Et beaucoup de speakers ont parlé sur cela de façon adéquate, mais nous devons ajouter quelqu'un à l'école qui y a une concentration particulière sur le bien-être de l'enfant. Il peut être un conseiller et nous devons fournir quelque chose qui est doté dans les enseignants. Ce n'est pas une leçon additionnelle pour l'enfant ou bien un cours additionnel pour l'enfant. Ça doit être doté dans la façon dont les enseignants travaillent en fait. C'est ce que j'ai appris de vous en fait. Donc nous devons intégrer la force et l'équipe de service social. C'est séparé de l'éducation, mais cette équipe, ce personnel travaille au milieu. Donc entre les deux marges, ces deux marges de l'éducation et du bien-être. La confidentialité aussi, c'est important, oui. Mais dans le cas de Daniel, les parents étaient heureux par cette confidentialité parce qu'ils pouvaient se cacher derrière ce qu'ils faisaient. Nous ne devons pas garder les responsables cachés et invisibles. Donc, les parents devaient être convoqués à l'hôpital, à l'école, au poste de police pour raconter ce qui se passait à Daniel. Mais ce n'était pas le cas. Nous devons partager l'information pour protéger les enfants. Intégrer le personnel de protection de l'enfant, une approche holistique
Donc, je vais clôturer très rapidement parce que c'est une diapo c'est une diapo que je cherche. Nous devons plaidoyer pour la professionnalisation de l'équipe de travail et l'équipe de l'assistance sociale. Je voudrais clôturer sur cette diapo. Ça parle de Daniel encore une fois. En tant que professionnel, nous devons engager trois choses. Notre tête, nos mains et notre cœur. Nous devons penser, nous devons sentir, sentant ce qui s'est passé à Daniel, que pouvait faire la différence. Et si ça a été passé au Maroc, nous devons appliquer cela dans notre contexte. Ce slide est un peu rempli, c'est un peu technique, mais il y a beaucoup de moyens multiples pour avoir les travailleurs sociaux liés à l'école. Avoir un assistant social à l'école, employé par le département de services sociaux, cela a des avantages. Mais si l'enseignant prend quelqu'un en charge qui n'est pas rémunéré, ils ne vont pas prendre les choses en sérieux. Et parfois à l'école, ces personnes, on leur donne des tâches qui sont différentes. Est-ce que vous pouvez nettoyer cela? Est-ce que vous pouvez faire cela? Ça n'a rien à voir avec le service social. Taisez-vous, monsieur le directeur, vous avez un travailleur social chez vous. Il travaille en tant que travailleur social ou assistant social. Je ne vais jamais dire taisez-vous, monsieur le directeur, normalement, mais c'est parce que les émotions maintenant. On peut avoir cette équipe d'assistants sociaux ou de travailleurs sociaux à l'école, mais gérée par autre part. J'aimerais être encadré par un travailleur social parce que cette personne comprend ce que je gère et à quoi je fais face. Donc, l'échec de l'encadrant, 2 minutes. C'est l'échec des encadrants et c'est la raison pourquoi l'histoire de Daniel s'est passée, pourquoi c'est fréquent. Donc, nous devons avoir une équipe encadrée, suivie, mais aussi aidée et soutenue pour gérer ce genre de cas. Sous la gestion du directeur, bien sûr. Je vous respecte, monsieur le directeur. Merci pour me donner cette tâche et cette occupation, mais j'aimerais aussi être encadré par quelqu'un qui est spécialisé dans le travail social. Et, et parfois, il y a des cas où la responsabilité est à l'école ou soit à l'équipe du service social tout en entier, mais il doit y avoir une coordination entre les deux, une collaboration entre les deux, à mon avis. Malheureusement, ici au Maroc, j'ai entendu parler que les travailleurs sociaux publics n'ont pas les réglementations et les lois pour travailler avec les communautés et les familles. C'est que les ONG qui peuvent faire cela. Mais les travailleurs sociaux doivent nécessairement aller au foyer des enfants et parler aux parents, parler aux communautés. Donc, nous devons penser à comment ces travailleurs sociaux peuvent travailler à l'intérieur de la communauté, comment l'école est une place idéale pour qu'ils se localisent et pour qu'ils travaillent dedans. Merci. Merci pour respecter le temps. Monsieur Kharbouch, vous avez 3 minutes. Non, 15 minutes. J'ai déjà fini, moi. Bismillahirrahmanirrahim. En attendant que la présentation soit mise sur l'écran, en fait, ce dont j'allais vous parler est une étude de terrain. Elle est connue internationalement comme la ICAST. La ICAST Study, elle est sous la SPICAN, c'est la Société internationale pour la prévention de l'abus et la négligence des enfants. Et l'ICAST, ce sont les outils de mesure de la violence dans la nation ou l'État. Elle a été faite par l'université de Qadi Iyad, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Le centre est dans l'université Mohamed El Khamis de Rabat. La première
La première étude était tout ce qui est corporel, tout ce qui est verbale, violence psychologique et physique. Ensuite, nous sommes passés à l'adaptation des outils, des mesures par rapport à cette étude de ICAST. J'aurais voulu comparer entre l'étude ICAST et l'étude faite par le Conseil supérieur de l'éducation, mais je n'aurai pas assez de temps. J'allais aussi parler des racines et des raisons de la violence et quelles sont les mesures de prévention possibles. Alors, j'ai travaillé dessus dans l'arabe espican, dans le monde arabe. On travaille souvent sur la formation, les sources aussi, les documentations pour toujours la prévention contre la violence. Je ne vais pas vraiment parler de cette étude dans le détail. Nous avons beaucoup parlé. Nous avons parlé des différents types de violences, la violence physique, sexuelle, psychologique et la négligence. Alors, pour que vous le sachiez, il y a beaucoup de terminologies utilisées comme la maltraitance, comme l'agression. Il y a beaucoup de termes, mais il faut, à mon sens, unifier cette terminologie, faire en sorte qu'elle soit la même. Sergio Binero, dans son étude, a exigé, a demandé que cette terminologie soit unifiée. Même le harassment en anglais, le harcèlement fait partie de la violence sexuelle. Quoi qu'il en soit, les chiffres sont un peu les mêmes entre la ICAST et l'étude du Conseil supérieur. La violence sexuelle n'a pas mentionné, la violence sexuelle n'est pas mentionnée dans l'étude du Conseil, que ce soit l'exhibitionnisme ou le voyeurisme ou les relations sexuelles avec un enfant ou les enfants, la pédopornographie. Pour moi, tout ce qui est phénomène dans l'école et à l'école, à l'école, à l'université, j'étais encadrant d'un master, avec plusieurs psychiatres, psychologues, pédopsychiatres. Et on avait une unité spécialisée dans la violence scolaire. Ils ont dit au début que j'exagérais le fait de vouloir avoir une unité juste pour cette violence scolaire. Mais moi, je pense que la violence scolaire est l'une des raisons premières qui cause l'abandon scolaire, qui cause l'échec scolaire. Il suffit qu'on dise à un enfant qu'il est stupide, qu'il n'arrivera pas, qu'il n'achèvera rien dans la vie, qu'il n'atteindra rien. En Darija, on dit « tu n'arriveras jamais à rien ». Ça, pour moi, c'est l'extrême violence. Et tous les experts éducationnels sont arrivés à ce résultat. L'impact de cette psychologie, de cette violence psychologique, il en fait de lui un handicapé émotionnel parce qu'il pense que vous avez raison, il pense que il est stupide et donc commence la dégringolade, commence l'échec scolaire. Et lorsqu'on compare un enfant avec ses camarades de classe, quand on lui dit X ou Y est meilleur que toi, ça aussi, ça impacte très négativement l'enfant psychologiquement. Sans parler des traumatismes psychologiques résultant de la violence. Je pense que chaque personne ici présente, lorsqu'on a commencé le colloque hier, il s'est rappelé de cas de violence où il a été, enfin des cas où il a été victime de violence lui-même. Et ça vit avec nous tout au long de notre vie. Parce que nous gardons cela proche de la langue dans notre cerveau. Je ne sais pas si vous le savez. Et c'est pour ça que ça impacte pendant toute la vie. Il y a certains types de violences dont on n'a pas parlé.
c'est exposer les enfants aux violences, qu'elles soient conjugales, au sein de la famille, ou dans la rue, ou sur la télévision. Ça, c'est aussi un type dangereux de violence. Comme je l'ai dit, je vais passer rapidement ces résultats parce que monsieur le modérateur est très strict. Je pense qu'il a même dépassé le fait d'être strict. Et comme c'est lui le modérateur, on va respecter ce qu'il a demandé. Et donc, comme je l'ai dit, les racines de cette violence, j'aurais aimé pouvoir présenter faire cette présentation lors de l'autre session. Alors, comment expliquer la violence ou quelle est la meilleure, selon moi? Il y a le modèle écologique. Le modèle écologique présente ce graphe. Alors, pour nous, on ne peut pas donner une seule raison ou une seule cause à la violence. Elles sont multiples, qu'elles soient individuelles, qu'elles soient relationnelles, sociales ou sociétales. Bien sûr, individuelles sont claires, relationnelles sont claires, mais on parle de société, quand on parle de mujtamaïa, c'est communautaire. Et quand on parle de jtimaïa, c'est social. Lorsqu'on parle de communauté, on parle de petite société au sein de la société. Mais lorsqu'on parle de social, là, on parle du pays en entier ou la culture dans une certaine région, comme la région arabe ou scandinave, et ainsi de suite. Et donc, quelles sont les causes de cette violence? Pour les raisons individuelles ou les causes individuelles, il y a les raisons liées à la victime et à l'agresseur. Alors maintenant, pour les enfants victimes, tous les enfants sont exposés à la violence sans exception. Pourquoi? Parce que l'enfant est fragile, faible, il ne peut pas se défendre, il ne peut pas se défendre contre ses parents, toute personne qui a un ascendant sur lui. Et à cause de cette fragilité et cette faiblesse, mais il y a des caractéristiques qui exposent encore plus certains enfants, comme le fait d'être arriéré mental, d'être en situation d'handicap, d'avoir des caractéristiques, d'avoir si on veut, le ADHD. Et il y en a qui ont des problèmes d'apprentissage et certains des troubles d'apprentissage. Beaucoup d'enseignants ne connaissent pas ce que sont les troubles d'apprentissage. Oui, on ne leur demande pas d'être des experts psychologiques, mais il faut qu'ils connaissent le cas. Il faut qu'il y ait des experts qui puissent aider ces enseignants à connaître ces cas-là. Et ce qu'on comprend, c'est qu'il y a des raisons, des causes qui exposent encore plus les enfants à la violence, mais cela ne justifie pas leur exposition à la violence. Maintenant, pour les agresseurs, on parle d'agresseurs physiques, psychologiques ou autres. À part l'agression sexuelle, toute personne qui agresse un enfant a des caractéristiques. C'est quelqu'un qui a un comportement agressif, qui abuse de son pouvoir, il est impulsif, il est toujours insatisfait, il ressent beaucoup plus les pressions quotidiennes, il ne supporte pas, il n'a pas si vous voulez, tout ce qui est cognitif pour se comporter avec un enfant, il s'attend, il exige beaucoup d'un enfant et lorsque ces exigences ne sont pas, on n'y répond pas, il commence à son agression. Et il pense qu'il peut abuser de son pouvoir auprès de l'enfant. Il y a d'autres caractéristiques comme l'addiction aux drogues et les antécédents de maladie de la personne. Maintenant, quelles sont les causes relationnelles? Alors, les personnes introverties, marginalisées, isolées socialement, qui n'ont pas la capacité de gérer la pression, ils n'ont pas une bonne communication avec les enfants, ils vont pratiquer beaucoup plus de violence auprès de l'enfant. Ils ignorent comment contrôler leur angoisse, leur colère. Ça, c'est en relation avec les petites familles, quand il s'agit de divorce, l'éducation négative des parents.
toujours, beaucoup d'enseignants, beaucoup de parents pensent que la violence est la meilleure façon d'éduquer et c'est la meilleure façon de contrôler la classe et la meilleure façon de pousser les enfants à aller de l'avant, alors que la réalité nous dit que c'est le contraire. Il y a aussi combien est-ce qu'il y a de services sociaux, combien est-ce que de culture de la violence il y a dans la société ou le milieu. L'absence des services sociaux et des espaces publics, l'addiction aux drogues. Et il y a aussi les croyances publiques qui promeut ou renforcent cette culture de la violence. Et la vision générale envers l'enfant, sa position. Il y a aussi la violence dans les médias, dans les réseaux sociaux, la croyance et la discrimination envers la femme, l'enfant, l'absence de programme pour contrer cette violence. Vous avez 3 minutes. Pour les raisons maintenant ou les causes les causes de l'agression sexuelle ou la violence sexuelle. La personne qui agresse sexuellement les enfants sont souvent des gens qui sont dans le milieu de l'enfance. Ce ne sont pas des étrangers. La plupart des agresseurs d'enfants ont une relation avec l'enfant, une relation directe. Pourquoi on agresse, certains agressent et d'autres pas? Ça a une relation avec des troubles psychologiques sexuels. Ça a une relation avec le phénomène de la pédophilie. La pédophilie est un trouble sexuel. Il y a beaucoup de types de pédophiles. Il y a le pédophile chronique et il y a le pédophile occasionnel. Pourquoi? Parce que l'enfant était au mauvais lieu, au mauvais moment. Et alors que le pédophile chronique, lui, c'est un cas beaucoup plus complexe et c'est un serial ou c'est un agresseur en série. Et il agresse même les enfants proches de lui. Et légalement, il faut faire la différence entre ces deux types. Parce que le pédophile en série va sortir de la prison et va commettre d'autres agressions. Ça, il faut le comprendre. Maintenant, quels sont les enfants les plus exposés à l'agression sexuelle? Tous les enfants sont exposés à cette agression sexuelle, mais les enfants mâles dans les espaces publics sont beaucoup plus exposés. Nous, au Maroc, comme vous le savez, comme dans certains pays, on pense que protéger l'enfant, les petites filles, est plus important que la protection des petits garçons. C'est pour ça que les garçons sont beaucoup plus exposés. Les petits garçons isolés qui n'ont pas les moyens et les enfants qui n'ont pas la connaissance qu'il faut. Parce qu'on peut apprendre aux enfants, les former pour se prévenir de l'agression sexuelle, soit à travers l'éducation sexuelle. Et il y a des formations. On peut former les enfants pour qu'ils se protègent contre ces agressions sexuelles, comment se comporter lorsqu'on est en face d'un agresseur. Il y a beaucoup de formations dans ce sens-là. Alors maintenant, pour les mesures de prévention. Beaucoup n'ont pas parlé de prévention. Alors maintenant, je vais vous parler de ces mesures, comme je vous ai parlé des raisons et des causes. Il faut avoir des politiques, des programmes, et ce n'est pas suffisant. Il faut une interdiction de la violence contre les enfants partout. Un exemple, on peut former les parents, on a parlé des programmes d'éducation positive, il faut qu'on apprenne, qu'on forme les nouveaux mariés ou les personnes qui vont se marier, qu'on leur explique qu'est-ce que c'est qu'avoir un enfant. Être un papa n'est pas facile. Juste pour conduire une voiture, on a besoin de formation, on a besoin de permis, on passe un examen. Mais par contre, quand il s'agit de conduire une famille, on se base juste sur l'inné. Il n'y a pas de formation. Certains pays aujourd'hui ont un permis, une autorisation de devenir parents pour que ces parents commencent à comprendre ce que c'est qu'un enfant, comment est-ce qu'on peut l'éduquer. Les enseignants connaissent ce qu'est la pédagogie, comment transmettre le savoir, mais ils ne savent pas comment se comporter avec l'enfant et quelles sont les punitions alternatives.
je peux contrôler la classe sans violence, sans avoir recours à la violence. Et au niveau de la société, avoir des services d'alerte, avoir tout ce qui est médical, avoir une bonne surveillance dans des espaces publics. Il suffit de savoir que les agresseurs sexuels choisissent des métiers proches de l'enfant et choisissent des métiers où ils vont, comme par exemple ils vont travailler dans des écoles. Et il faut que on fasse comprendre ça dans les mesures de protection et de prévention de l'enfant. Il faut aussi qu'on ait des visites familiales, qu'on ait des experts psychologiques dans les écoles pour qu'ils puissent découvrir des cas de violence et pour qu'ils sensibilisent les enseignants et qu'ils leur apprennent les bonnes façons de se comporter avec les enfants et qu'il y ait une médiation scolaire. ستوقف عند الحد ما نبرزطكش. Je vais m'arrêter là alors. Merci. Désolé. Last intervention. اسمح لي سيد. Excusez-moi. Bien sûr, je vais remettre la présentation à la disposition des organisateurs. Yes, I'm ready. I'm here. Oui, je suis prête, je suis ici. Donc, vous Yes, avez la can you parole, hear me? madame. Merci. Hello? Bonjour. Nous vous entendons. Vous pouvez Can you commencer. can you please confirm that you can hear me? Hello? Bonjour. Hello, yes, we do hear you. Oui, Can you nous hear me? vous entendons. Est-ce que Yes. vous m'entendez? Oui, nous vous entendons. Can you confirm that you can hear me? Est-ce que vous m'entendez? Dit la dame. Est-ce que vous pouvez Yes, nous I can entendre, hear you. Can you Lynn? hear me? Oui, 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 nous pouvons vous Okay, entendre. perfect. Allez-y, allez-y. Great, thank you. D'accord, merci. Good morning, everyone. My name is Lina. Je m'appelle Lina As just presented, I work for UNICEF. et I je lead travaille pour a global initiative called Safe to Learn, l'UNICEF and I'm also a social and behavior change specialist. et je I'm suis here today to spécial speak dans to la you about médiation perspectives from et Safe to là, Learn, je using social and vais behavior change vous approaches parler du to changement advance inclusive and comportemental. equitable quality education. Je I hope you hear m'excuserai me auprès well, de and I'm ceux qui sorry I couldn't m'écoutent join you parce que le son n'est pas in très Morocco clair. this Donc, morning. je suis très heureuse de vous rejoindre au Maroc cette matinée. My slides are stuck somehow. Oh, ça marche pas. Yasmin, maybe you have to move the slides from your end. They're not Est-ce moving que for vous me, pouvez sorry. changer le slide, s'il vous plaît, de votre côté, parce que ça marche pas ici chez moi. Il y a un problème technique ici. Okay. Attendez un petit peu, s'il vous plaît. Is it working now? Ça marche maintenant? Oui, apparemment, Okay, oui. perfect. D'accord, Let's merci. hope that it moves fine from now then. Et espérons que ça So I marchera. wanted to start with this slide, and it actually links well to the presentation just now by Mr. Kabuch. I wanted to zoom in and look at what happens to a J'ai child vraiment when des violence problèmes avec happens in le a school son et la... setting, and in all settings for that matter. We can look at it at many levels, but I want to highlight Donc, two on peut levels mettre here. ça à The deux first niveaux. one is J'ai at deux the niveaux. mind and the brain level of the child. As I'm Le sure you've been premier, discussing c'est over au the niveau du past 1.5 cerveau de days, l'enfant. a child who has just been hit Donc, has c'est a un brain in enfant shock mode and cannot learn. à un tronc, Corporal hein, punishment and violence has a very severe impact on the et well-being ça a un of impact children and triggers sur harmful la psychological vie and et sur la physiological santé des responses, as we just enfants. had a whole presentation about. This obviously limits
it undermines bien the sûr, transformational power of ça education. cause I've d'autres heard already from listening in this morning how problèmes à people have been vous describing, and I entendre. completely agree. It reduces school Et les attendance, it lowers descriptions que vous regional avez attainment, and it données, also leads many children to drop out of school. et bien That sûr, in ce qui turn pousse les enfants causes à ne an plus increase in venir other harmful à practices, l'école à cause such de as tous child ces marriage and other problèmes. protection concerns when children drop out of school. That brings me to the other side of the slide around the social environment and the consequences Donc, on that parle de violence in l'environnement schools can have to the social development et of des our wider conséquences society. de tout mauvais Safe to traitement. Learn, together with the World Bank, Mais avec have la Banque estimated that the economic cost of violence in and mondiale, around schools is at 11 trillion loss in que lifetime même les earnings. conditions économiques So des if we want to parents talk about ont un economic rôle à argument, it's jouer. certainly Donc, there. It nous shouldn't be allons necessary, parler, but it's a huge cost for their society. mais ça a Then there's the un coût cyclical très nature of important. violence. Et puis, la We have nature evidence that de la boys who violence, experience nous avons violence des are more likely to preuves perpetrate violence in que adulthood, les enfants and qui ont girls are été more likely sujets to de be violence victims of further vont violence later eux-mêmes in life. devenir So violents. there are very harmful social and gender norms and key drivers of violence at play, Donc là, which ce is sont really les complex, facteurs which also means, and derrière that's also how we cette work, both in Safe to violence. Learn and in UNICEF, and with Et colleagues bien sûr, ça va in the empêcher room les enfants, une who fois qu'ils really sont use the sujets à gender cette violence, transformative approach d'apprendre. to address violence in and around schools Et pour that builds on pour gender s'occuper de equality and cette inclusion. violence à l'école et autour de I've tried l'école, here j'ai just to delve a little bit further into de parler un petit peu social and behavioral drivers of du violence that comportement I spoke to a bit social, before also. comme j'en ai I déjà already mentioned that child parlé. who've just been hit will have a J'étais brain in qu'un shock enfant mode. qui a été There are other factors which I'm sure we've frappé. discussed as well. Et Sexual je suis abuse, sûr as que just vous avez mentioned, discuté child des marriage and sujets teenage pregnancies pareils. might Et puis limit aussi, girls from going to le school at mariage all. précoce des Stigma petites around filles. disability prevents many children Bien from accessing sûr, school. We have ça les harmful gender empêche stereotypes that are often reproduced de ne in pas aller education systems because they à replicate, of l'école. course, the surrounding society, and that disadvantage all children, both boys and Et bien girls. sûr, ça And then there's impacte stigma around menstrual hygiene as well. le travail des We've had enfants examples also of girls who are qui being harassed when expérimentent they're going to the bathroom, et for puis on a example. bien sûr de So just to say, l'harcèlement. there's a C'est lot of juste social pour and dire behavioral drivers qu'il y that a impede beaucoup safe de learning and violences impede educational outcomes, sociales qui impactent both négativement in terms of the les academic résultats space, but certainly scolaires. also as a cost for the wider society. Et c'est de tout cela que tous les chercheurs et les UNICEF parlent. defines social and behavior change Et l'UNICEF veut encourager ce It's an changement approach that is social. about empowering individuals and C'est communities une and approche lowering pour structural autonomiser barriers les that hinder people individus from et les adopting positive communautés practices and pour faire society, face à ces from pratiques et à ce becoming more problème. equitable, inclusive, cohesive, and peaceful. If we combine thinking around social and behavior change, education, Et and bien violence sûr, le prevention, it changement becomes dans... very powerful. We have a Si on huge ne change pas le opportunity to comportement, leverage the ils deviennent education sector beaucoup plus and leverage forts education dans work to leurs address many of pratiques these de things for the violence. benefit both of Donc, il academic faut faire and attention à tous ces wider aspects societal outcomes. de la violence et ses causes. There's a very beautiful quote that I've used a lot in UNICEF strategic plan. Dans le Safe to plan Learn is de currently l'UNICEF, posted in UNICEF, so we're building, of course, on synergies in the Safe to Learn work et qui around parle bien sûr de programmatic l'environnement de priorities l'école that are the et same de la for many of the capacité des élèves organizations present d'apprendre in dans this room today. un contexte de I'll violence. read it out loud. Education must Donc become a tool for l'éducation transforming societies and doit economies, challenging aider à rather la than replicating transformation harmful des social sociétés norms des and gender individus stereotypes. This et mettre fin combination aux of stéréotypes. looking Cette at the combinaison issues from a de voir multiple les perspectives and problématiques addressing d'autres them from a both perspectives academic and societal et perspective les adresser brings bien me to sûr talk about Safe to Learn. de façon académique, Safe to ça me Learn was mène created à in parler d'un 2019 at the contexte World ou d'un Education milieu sain World Forum, pour apprendre. and Et importantly, it was an action-oriented response to a youth c'était manifesto where hundreds of young une people across réaction, the une globe réponse asked the global à, community to one, parce qu'on elevate a the issue demandé à of la violence in communauté and around school, and two, globale de make faire prevention and attention à response of l'école violence et a à priority ses in education environnements programming. dans les programmes On this de basis, l'éducation. the call to action was developed. I'll delve a little bit more into the Safe to Learn call to action in subsequent slides. Et je parlerai de ça un petit peu plus tard. Safe to Learn is a global initiative Donc, of c'est 15 une cross-sector partners. initiative Some of them in the room today. de Joanna spoke this morning départements. from UNESCO yesterday. Et comme on a dit hier, quand on parlait de All of them l'UNESCO, are Safe to Learn members that have come donc together ils sont tous to membres, dedicate ils their se mettent work to d'accord end violence pour in, around, and through schools, combattre la both violence in à l'école humanitarian and development de façon. contexts.
There is also another point I want to Il y a mention. aussi un autre point dont je voulais parler. Safe to Learn basically talks about both ending violence around schools when children are going c'est to and from school, d'apprendre dans un contexte de violence à l'école et à l'extérieur de l'école où ils peuvent même être menacés par leur activité sur le cyber. Donc, prendre tous ces éléments, toutes ces dimensions en considération serait très important. Et j'arrive à l'action pour apprendre. Donc, c'est un plan. Donc, il y a 7 éléments d'organisation. Donc, de cette façon, on voit ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et puis, on fait le benchmarking avec d'autres pays à propos de cette violence à l'école et nous pouvons voir si un pays a des mesures en place pour faire face et combattre ce défi. Et je vais vous donner quelques exemples dont nous faisons les choses. Le premier point, c'est la politique et la législation, qui est très important. On aura des exemples de Kenya de 2010 et ça montre une réduction très claire dans la punition corporelle. Et parce que là, c'était un aspect très important. Le deuxième, c'est renforcer la réponse, la réaction et la prévention au niveau institutionnel. Une fois que nous avons des législations, des politiques, ça va nous aider. Nous avons un bon exemple de Cambodge où les enseignants ont recours à la violence physique ou la punition physique. Mais après, bien sûr, l'étude de ce phénomène est trop. La mise en œuvre d'un paquet de mesures, nous avons pu réduire ce phénomène. Donc, c'est les exemples des écoles, ça a marché pour montrer que nous avons des mécanismes d'intervention. Il suffit de les développer, de travailler dessus. Et surtout dans l'exemple de Cambodge, c'était combiné. Donc, il faut mettre tous les éléments ensemble et ce programme de protection des élèves. Et puis, places. So basically, 3 minutes, il vous reste 3 minutes, pas de problème. I won't delve into this one, but it's a very good example of là, c'est un bon exemple pour développer les capacités et aider l'école à répondre et réagir à la violence. Vous avez donné beaucoup de bons exemples. Et je vous encourage de prendre cet exemple en considération comme une bonne pratique pour les institutions. Parce que je vais parler de 2 exemples avant de finir. C'est en Indonésie où nous avons fait un travail merveilleux à travailler avec les programmes existants. Et bien sûr, là, on parle du rôle des apprentis, le changement des programmes. Donc, c'était très effectif. Et surtout quand on identifie ceux qui font les changements.
between the changement students themselves des and normes work with teachers as parmi well les to understand how élèves to et travailler avec students. les It's professeurs currently being pour qu'ils rolled out comprennent many leurs places élèves and has been davantage effective in building strong et pour que relationships la with school méthode staff and soit engaging efficiente et school effective. principals as well as the students Et together. on implique bien So sûr the les whole of school approach professeurs, is one of the les red élèves threads ainsi que in le this. Like we directeur. really need to work Donc on a across besoin de the travailler different levels. Mr. Kabuch à also des showed, we niveaux use it as well, the socio-ecological différents, model where we need to go le into niveau both the social et individual, d'autres the parent niveaux, and the caregivers, the travailler community avec level, les the institutional individus level, the et legal les aspects. We need to parents. work on all these Donc different on measures a to do besoin it. de travailler sur The ça. last example I want to Le show dernier is from exemple Jamaica. nous And vient the de picture la here is actually from Jamaïque. when the Et là, on children of parle de Jamaica, comportements Jamaica signed up positifs to et the des Sexual Assault interventions Action, pour and the children appuyer here are ce asking the travail government en for Jamaïque. the key aspects and approaches that they want them to address in order to address violence in schools. Pour bien sûr toujours faire face à cette violence à The Jamaican l'école. example is also Pour vous donner important un autre because it exemple worked as opposed est to très just important the other examples, not just, but as opposed to the other examples on teacher trainings and positive sur la discipline. formation This des example enseignants. Cet worked a lot with exemple, problem-solving on techniques, travaille avec les pro-social techniques de skills solution de problèmes to reduce et des violence in compétences schools. And sociales there was pour réduire notable la changes violence à found in the l'école. behavior of both Mais school il n'y staff avait and pas beaucoup students. de changements dans le Importantly, it comportement was des also étudiants. found that teachers felt overwhelmed, and I'm sure it has come up Et more bien times. sûr, That we même also les asking enseignants ou les sometimes teachers a professeurs lot to change their étaient practices, to do impliqués. different Ils things. devaient changer Again, we beaucoup can do de social choses behavior change here to better pour understand what arriver à motivates ce teachers, changement behavioral de insights in terms of comportement. like what makes it easier for teachers to pick up on Et different comment practices. So faciliter we la have a tâche lot to des learn étudiants. Donc, il y a beaucoup in de terms of travail qui nous doing attend these different aspects. concernant ça. Et Finally, I just want to mention the two last finalement, je voudrais parler des derniers points aspects of the call to ou action. aspects de notre The fourth action. one is on investing Le resources effectively. quatrième, c'est We're les working ressources et with ministries of l'investissement dans les education and our ressources de government to façon make sure that there effective is et nous money put garantir behind addressing qu'il y violence a in schools, assez really leveraging d'argent pour education qu'on sector puisse and education combattre funding la to address violence violence, for the sector to also recognize that it is a problem, et also for reconnaître foundational learning que c'est and un for making sure problème that qui children are able impacte to learn. l'apprentissage et les apprentis. Overall, I don't have to say, I'm sure you've also discussed that a lot. It's Donc, a scarce field. Resources are usually lacking. et So les we're really ressources trying ne sont pas to toujours generate awareness of this. disponibles. And the Mais last point is et around le dernier point, generating and using evidence. c'est Safe to Learn, l'utilisation des as I mentioned preuves. before, has a diagnostic tool linked to benchmarks Et bien sûr, that c'est on basically fait creates toujours du evidence around the benchmarking ou progress de in la countries on comparaison, addressing violence in schools. voir les We pays où also ça are marche. working to really Mais nous advance travaillons work on aussi social and avec behavioral les drivers parents to concernant understand le why comportement violence is happening, why social are teachers using it, or et why are pourquoi children doing les it with each other. We professeurs need to answer these whys in order l'utilisent, to pourquoi be les able enfants font ce qu'ils to create font proper interventions. And et comment importantly, nous they can pouvons also be an important intervenir. dialogue Et tool bien sûr, là, ça for nous mène action. vers un dialogue et I should mention dialogue et that the l'action. diagnostic tool actually is there in Arabic. Jordan has implemented it. Donc, and la has also Jordanie signed up l'a for the call déjà to action. mise en So we can share œuvre that. et Some of vous the other pouvez resources are partager also cette available in French and Spanish, expérience. but hopefully we'll be C'est able écrit to en translate espagnol, them. mais ce sera peut-être traduit en arabe. Thank you so much for your time. I'll Merci end with bien this pour votre last temps. picture, which is Et c'est the la end goal dernière that we should all be photo moving là. towards, which is happy children running to school Et rather vous than voyez running bien from sûr school que because they l'enfant est très experience heureux violence. parce qu'il va à Thank you very l'école. much for your time. Merci Lynn, merci. Désolé pour vous mettre la pression. C'est pas facile. Very press. C'est pas facile, mais je pense qu'on devait aussi respecter nos amis par rapport au temps. Il m'est imparti de gérer un peu les questions. Je vais quand même appeler Leïla peut-être pour me rejoindre pour la première partie de la table, l'autre table. Et ensuite, on prendra quelques questions avant le déjeuner. On va prendre vos questions. Donc Leïla, tiens, prends la place. D'accord, on invite M. Bélan à nous rejoindre, Madame Beaumont, Madame Amal Hassoun, comme ça. لا لا كل شيء يبقى il y aura donc لا لا il y aura لا لا حيت غادي نوقفها حيت الضيافة اللي جات لا 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 غادي Monsieur Beaumont. On va se prendre 20 minutes, je pense, maximum, avant de vous laisser aller déjeuner.
On a besoin d'une équipe. Ouais, si jamais il ne faut pas, là, c'est Khalbouch, vous avez... D'accord, c'est bon. Donc tout le monde est assis. Très bien. Là, là, là. Donc, nous sommes de retour. Donc, on prend une photo. Les deux plénières. Et donc, comme promis, parfois, parce qu'il nous arrive de tenir nos promesses. Et donc, voilà, le débat est ouvert et on recueille les questions. Merci bien pour votre compréhension. Bien, pour qu'on puisse être efficace, vous vous présentez et vous posez la question. Merci beaucoup. Et vous dites à qui vous posez la question. Alors, on va prendre une, deux. Levez la main, s'il vous plaît. 1, 2, 3, 4 ici. 5, 6, 7. Non, du tout. 6 au milieu. Donc, on est un pays centriste. On n'est pas de gauche, un peu à droite quand même. Une là. Voilà. Alors, on va commencer par madame. D'accord. Allez-y, madame. Donc, je pense qu'on va recueillir d'abord les questions et après, nos intervenants vont répondre. Et merci, s'il vous plaît, Ida Amten, à quel intervenant, l'intervention s'adresse à quel plénière ou à quel intervenant. Shukran jazilan. Alors, merci, monsieur le Président et Madame Leïla, donc merci à tous les organisateurs, merci aux intervenants. Donc ma question, je suis Madame Melika Dafouz, inspectrice et membre du conseil. Ma question s'adresse à Monsieur Salomon. Donc vous avez parlé de la négligence et de la posture d'évitement qui était derrière la mort de Daniel. Ça interroge la mission de l'enseignant. Mais un enseignant mal à l'aise peine à assurer son rôle d'enseignant. S'impose la question du rapport santé-efficacité. Un enseignant débutant peine à circuler au milieu de son agenda multitâche, à peine y parvient à piloter et non à étayer les apprenants. Il manque de routine installée car sans expérience. Ma question, vous avez évoqué la question de la professionnalisation du corps enseignant comme une voie royale pour l'outiller à lutter contre toute forme d'agressivité et de violence, mais aussi à mieux assurer sa pratique enseignante. Quelles approches, quelles modalités de mise en œuvre de cette professionnalisation dans votre pays? Merci. Ensuite, après on passe. Merci. Rabia Salhi, l'association des inspecteurs du secondaire. Merci beaucoup pour toutes les interventions. Ils sont complémentaires. Il y a des interactions, parfois on pose la question, mais peut-être deux intervenants peuvent éventuellement répondre. Je voudrais poser la problématique des compétences émotionnelles, parce que Madame Claire Beaumont a parlé d'un refus ou d'une l'incapacité pour l'application et pour appliquer ces compétences émotionnelles. Parce que, bien sûr, dans la formation, on développe les compétences techniques, les compétences du côté cognitif, psychomoteur, mais jamais le sensitif et l'émotionnel. Donc, comment vous avez fait pour convaincre? Parce que justement, toutes les études des neurosciences ont montré que impossible de dissocier et impossible de développer la personnalité de l'enfant sans qu'il y ait cette intervention de développement des capacités, des compétences émotionnelles, d'où compétences du cœur, compétences douces. Et là, ça a donné un petit peu un classement plus bas, mais au contraire, je voudrais bien savoir comment vous avez fait, parce que on commence à parler des soft skills à tous les niveaux, primaire, secondaire et supérieur, mais de temps en temps, il y a un rétrécissement, alors que c'est la base, parce que tous les mots MAUX, il y avait beaucoup de méthodes pour lutter contre, mais par exemple, il y avait la cigarette, il y avait le problème des drogues, et maintenant l'harcèlement, mais ça n'a pas marché même avec l'application des méthodes qu'on fait. Donc le problème, c'est là, parce qu'il faut la formation
des enseignants sur tous les plans, il faut la formation des enseignants, des élèves, des parents, tous les acteurs. Un, deux, pour les espaces, tous les autres acteurs des différents secteurs qui doivent intervenir parce que c'est l'école, c'est le problème de tous. Donc, ce travail collégial doit se faire pour pouvoir y arriver, parce que la méthode que vous avez évoquée, Monsieur Jean Bélan, c'est traiter les situations des harcèlements, mais il faut commencer à tous les niveaux, au niveau maternel, même avec les parents, au niveau collégial et qualifiant, c'est-à-dire tous les niveaux, parce que l'enfant, l'adolescent, où les émotions et les hormones font beaucoup de dégâts. Donc, pour pouvoir maîtriser ces émotions, pour pouvoir prendre les bonnes décisions et pouvoir compléter et terminer le cursus dans l'enseignement pour tous les niveaux. Merci. Très bien, Madame Salhi. Donc, une question pour Madame Beaumont, une autre pour Monsieur Bélan, et on passe au centre. Veuillez vous présenter avant de poser la question. Mille merci. مدام باجي امين الكلمه لي ولا شي حد ورايا كاين قضيه للسابق بحال في القواعد ديال Oui, merci. Benoît Villot, donc je suis du programme PIAF, qui est un programme de coopération entre l'Union européenne et le Maroc sur les questions d'éducation et de formation. Donc je voulais, c'est notamment pour Madame Amalas en particulier, mais mettre l'accent sur une question. Donc il est fondamental d'écouter les victimes de violences, de pouvoir bien traiter l'ensemble des choses qui les concernent. Simplement, toutes les dénonciations ou tous les signalements ne sont pas toujours fondés ou toujours bienveillants. Donc il peut y avoir parmi les personnes qui vont être éventuellement mises en cause, des personnes qui sont en réalité non pas des coupables, mais des victimes potentielles et pour lesquelles ça peut être extrêmement grave aussi en ce qui les concerne. Donc je crois qu'on ne peut pas lancer des programmes justement de prévention sans prendre en compte ce danger particulier qui peut d'ailleurs ruiner complètement l'envie des personnes de se lancer dans ce type de programme. Des enfants comme des adultes ou des enseignants, par exemple, mis en cause, peuvent évidemment là aussi être en danger de mort, vous le comprenez bien, et on a quand même besoin de traiter cette question dès le début, pas seulement la question de la compréhension des victimes. Voici, merci. On passe au second intervenant. Merci bien. Merci pour la présentation, professeur Kharbouch. Merci pour votre présentation et recherche. J'ai aimé entendre votre étude comparée à celle du Conseil supérieur et je pense que ce sera une valeur ajoutée pour Madame Herat. Ma question, vous avez sauvé ma journée. Ma question, comment est-ce qu'on peut faire la collecte de toutes ces recherches, de celles de l'UNESCO, l'UNICEF, l'Union européenne, les partenaires, le ministère de l'Éducation nationale, la civil society, la société civile qui joue un rôle. Comment est-ce qu'on peut faire la collecte et mettre tout ça en synergie et passer au réseautage et coopération pour la prévention de la violence à l'école? Ma dernière question, c'est pour Madame Claire. Vous avez parlé du projet, c'est un projet très intéressant. Ma question, comment vous avez pu mesurer son impact en réalité? Et merci. Merci bien. Merci.
Salah Al-Wadi, un membre du Conseil supérieur. J'ai des questions, différentes questions aux différents orateurs. Madame Hassoun. Je pose la question, selon vos statistiques, est-ce que ça veut dire que les harceleurs ont complètement changé et ont cessé leurs agissements ou que le cas a été réglé? Deuxièmement, une question à Madame Beaumont. La question des rétributions qui a été évoquée par Madame Hassoun, a-t-elle été évoquée, par exemple, au Canada et comment vous l'avez réglée? Question à Monsieur Belon. S'il vous plaît, est-ce qu'on a pu faire de certains harceleurs, sinon tous, des ambassadeurs? Est-ce qu'on a pu, si on veut, changer complètement le comportement de ces cas? Question à Madame Erkama. Alors, l'impact des médias dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui, qui est de plus en plus violent, on le voit chaque jour sur nos écrans, on le voit sur nos téléphones, etc. Est-ce que ça veut dire que l'impact des médias sera toujours aussi nocif, et comment avoir une stratégie pour réellement renverser la situation? Question à Madame Erat, qui est bien placée là où elle est, à l'UNESCO. Elle parle de la violence partout. D'ailleurs, elle a été, à mon avis, elle a brossé un tableau quand même assez inquiétant. Et je me demande, est-ce que si l'impact des médias est aussi important et aussi impactant, est-ce qu'on peut vraiment rêver à ce que l'éradication soit complète et radicale au niveau de l'école, qui n'est qu'un espace parmi d'autres dans notre vie sociale? Alors, je demanderai à mon ami Sijamel, je demanderai simplement, qui était très rigoureux, je dirais même plus rigoureux, surtout envers Serharbouch, de lui laisser un peu de temps pour nous dire, surtout que ça concerne le cas marocain, un peu ses conclusions qu'il n'a pas pu présenter à l'assistance. Merci. Merci. Salam alaikum. Numéro 5. Allez-y. Merci bien à tous les orateurs. Excusez-moi, professeur. Et puis, j'entends plus rien. Donc, si jamais c'est l'humain, et donc on donnera la parole à tout le monde. Donc, monsieur avait demandé probablement la parole avant. Donc, merci de nous aider et d'être compréhensif. Merci infiniment. Donc, j'avais le numéro 5. Merci à tous les orateurs. Seulement, étant donné la diversité des interventions et des présentations, nous avons des experts et des spécialistes de la psychologie éducationnelle et scolaire. Et la présentation de M. Kharbouch était basée sur une étude. Mais ma seule question est l'impact des enfants sujets. Est-ce que ça a une relation avec l'âge à des différents niveaux de l'éducation, que ce soit au début, en primaire, en secondaire ou même à l'université? Ou est-ce que ça a une relation avec la violence et le degré de la violence de cette violence? Et puis, pour qu'il y ait des politiques, il faut qu'on prenne en considération les catégories d'âge. Et merci à tout le monde. Donc, si vous permettez, est-ce qu'on peut répondre et puis ouvrir une autre liste ou est-ce qu'on peut continuer à prendre les questions? D'accord, allez-y. Allez-y, madame. Merci bien. Bonjour. D'abord, je voudrais vous remercier pour tout ce que vous avez dit pendant ces deux journées et s'agissant de la violence à l'école. Et je voudrais commencer
à dire que la violence dans le milieu scolaire, comme une petite société, reflète ce qui se passe dans la société en général. Et je pense que nous, qui nous intéressons à ça, nous sommes tous d'accord d'étudier ce phénomène selon une approche globale. Bien sûr, il a beaucoup de dimensions et l'un des orateurs cette journée parlant de la méthode de préoccupation partagée, c'est une façon auquel on fait recours pour faire face à la violence. Mais je voudrais ajouter quelques éléments et qui, selon moi, sont très importants. Ils peuvent nous aider à mettre fin à ce phénomène dont on veut se débarrasser. Le premier élément, c'est qu'il y ait un cadre contractuel. Il faut qu'il y ait, il faut que ce soit contraignant pour tout le monde, commençant de la classe. Donc, s'il y a un vide, ce ne sera pas accepté, ça justifierait peut-être des exactions. Le deuxième élément, c'est la dualité des critères. La dualité des critères, pas seulement impacte nos efforts, mais nous ne pouvons pas, nous avons vu hier les élèves, nous ne pouvons pas parler aux générations et les laisser avoir des études qui ne vont pas. Donc, si on justifie la violence à son fils comme harceleur, donc un père ne peut pas permettre à quelqu'un d'autre d'être violent vis-à-vis de son fils. Et vous avez parlé aussi de l'invisibilité. Nous voyons cette invisibilité et nous voyons les souffrances des enfants en Palestine et nous voyons leurs souffrances aujourd'hui. Et il y a toutes sortes et toutes formes de violence là-dedans. Et nous ne faisons rien. Le dernier élément, c'est le modèle. Malheureusement, ce côté n'a pas été bien sûr respecté dans nos écoles ou même chez nous à la maison. Donc, j'ai deux éléments, c'est le suivi. Donc, il faut que ces politiques doivent prendre ça en contact. Le dernier élément, c'est un mécanisme qui est très important au niveau des apprentis, c'est de l'information. L'étudiant, c'est là été sujet de violence. Il doit y avoir quelqu'un ou une place où il doit aller pour en parler. Donc, si l'enfant ne peut pas nous en informer, et merci à tout le monde. Bonjour, Abdsalama Haidar, inspecteur et coordinateur régional spécialité en philosophie et membre de l'association des inspecteurs. Je ne vais pas poser une question, mais je vais réagir aux interventions à propos de la violence en milieu scolaire. Je dis ce qui suit. Concernant cette approche, toutes les présentations, je voudrais remercier tous les orateurs pour leur présentation, pour tout ce dont ils ont parlé, les idées qu'ils ont expliquées. Le point où je peux réagir est comme suit. Cette approche à ce thème de violence, ça peut se faire à travers une dimension macro-sociologique comme un phénomène de société. Mais ce qui est essentiel ici, et surtout que nous qui sommes là, on peut l'approcher à travers les écoles. Que veux-je dire? Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire exactement
que toutes les présentations se sont mises d'accord sur un élément important, celui de la formation solide et robuste et la formation continue. Donc, il faut approcher ce phénomène dans toutes ses dimensions, qui sont bien sûr multiples, et toutes les approches, les mécanismes, bien sûr, peuvent nous aider. Bien sûr, plus l'infrastructure qui va nous aider à réagir ou à limiter la violence. Merci bien. Merci, professeur. Je pense que maintenant, on va donner la parole aux orateurs et puis on verra. Les bons élèves, voilà. Les bons élèves de la classe lèvent le doigt. Qui commence? C'est Kharbouch. Vous commencez en premier. Comme ça. Et maintenant, sous la modération de Madame Ben Slimane, donc je suis là pour respecter tous ces ordres. Hein. Je me suis vengé, hein? Je ne vais pas répondre, mais je vais réagir à trois idées essentielles et parler de l'impact de la violence sur les enfants. Comment, et c'est une question essentielle, pourquoi l'impact diffère d'un enfant ou varie d'un enfant à l'autre. Il y a un nombre de facteurs et c'est le genre de la violence et ne sont pas les mêmes. Sur ce qui est physique, il y a celui qui commet la violence, quelqu'un de la famille, quelqu'un proche de la famille, n'est pas étrange à la famille. Et pendant le développement de l'enfant, faites attention, monsieur le directeur, sur le plus tôt la violence est commise, le plus grand l'impact sera. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'approches qui travaillent sur la protection des enfants avant l'âge de 5 ans. UNICEF a une stratégie de 1000 jours qui vont réduire l'impact de la violence sur les enfants. Et là, je vais répondre à la dame qui a posé la question concernant l'émotion avec la théorie de l'attachement. Ce qui est essentiel pour les enfants et surtout au bas âge, c'est qu'il y ait quelqu'un avec qui l'enfant a la confiance, l'un des deux parents, parce que cette relation et ces émotions de l'enfant va leur donner la résilience, en anglais resilience, et ça les aide une fois après le choc de venir à l'étape auparavant, avant la violence. Beaucoup d'enfants y arrivent et l'impact est minimum, mais d'autres sont détruits à jamais. C'est ça ce qui explique pourquoi quelques enfants sujets de violence et d'autres non. Donc les enfants qui ont de la résilience, c'est 12% seulement. Mais cette résilience, cette force, on peut apprendre, on peut enseigner la résilience aux enfants et même les soft skills et le développement et la réhabilitation et beaucoup de facteurs. Donc, il est possible d'aider les enfants à dépasser ce problème. Un enfant, c'est une lampe ou un verre se casse. Il est très difficile de le remettre en place, mais c'est possible quand même. Le deuxième point, c'est la formation et bien sûr le savoir. Tous les problèmes peuvent être résolus grâce à la formation, training en anglais, et bien sûr le savoir, knowledge, sont des solutions à tous les problèmes et comment faire face au phénomène.
Donc, nous avons aujourd'hui tous les outils pour travailler sur la prévention. Et si on ne réussit pas, nous avons d'autres choses à faire. Mais malheureusement, le savoir de ces deux domaines est quasi absente. Les familles dont les enfants sont sujets de violence, parce que j'ai assez d'expérience dans les pays arabes et la protection des enfants. Les familles ne demandent jamais et ne cherchent jamais la prise en charge psychologiquement de l'enfant. C'est surtout le côté judiciaire. Ils veulent aller voir la police et la cour, que ce soit le professeur ou un voisin. Mais comment travailler avec l'enfant? Ils ne sont pas au courant de ça et ils ne demandent jamais ça. Donc, ce savoir va nous aider, bien sûr. Dylan, docteur Karbouch. Merci bien. Et ce qu'on recommande, c'est que vous prenez 2 minutes max chacun pour répondre à l'ensemble de nos amis. Oui. Alors, je réponds à 4 questions en même temps. OK? Je veux dire, une réponse pour 4 questions, vous allez vous sentir reconnu. OK? Alors, comment on a fait pour conscientiser et pour soutenir les compétences socio-émotionnelles chez notre personnel scolaire? Je dis, ce que j'ai présenté, c'était pas un projet. C'était pas un programme, c'était pas une recette, c'était pas quelque chose qui a été expérimenté avec des données, OK? Ce que j'ai présenté, c'est le fruit d'une réflexion à partir de beaucoup de choses qui ont déjà été mesurées, c'est-à-dire l'impact positif d'un climat scolaire positif, l'impact positif de travailler le bien-être des individus qui a des effets sur la scolarisation et sur l'apprentissage et sur la satisfaction professionnelle, et l'impact des compétences socio-émotionnelles qui ont toutes été évaluées. Et j'ai simplement voulu démontrer comment, en travaillant et de façon intégrée, on peut arriver à travailler là-dessus. Donc, je n'ai pas de données, c'est pas un modèle, c'est-à-dire c'est des suggestions qui mènent à implanter dans vos milieux les choses pour éviter justement de faire beaucoup de petits kits ou beaucoup de petites, c'est-à-dire la même chose, on travaille sur la même chose. On travaille sur l'enfant, on travaille sur son développement global. Il ne faut pas l'oublier, on travaille sur sa santé mentale, on travaille sur ses apprentissages sociaux et scolaires. C'est ça qui est important. On est tous d'accord là-dessus qu'on travaille d'abord pour le bien-être des enfants. Maintenant, je dis que ce n'est pas un programme, que ce n'est pas une recette, que ce n'est pas quelque chose comme ça. Par contre, au Québec, des fois, on présente des choses puis on pense qu'au Québec, c'est plus vert ou on pense que dans le pays des autres, c'est plus vert parce que nous, les chercheurs, on présente des choses. Mais souvent, on présente les meilleures pratiques qu'on voudrait que ce soit. Ce n'est pas nécessairement. Donc, au Québec, on n'y arrive pas encore, ma chère madame, OK? Dernièrement, la semaine dernière, le ministre de l'Éducation nous a annoncé qu'il réservait 7 heures pour les soft skills, OK, pour les compétences socio-émotionnelles au primaire et 7 heures au secondaire. Et ça fait 10 ans que je travaille pour ça, OK? Mais je peux vous parler, par exemple, de l'expérience que j'ai dans la formation du personnel scolaire. Actuellement, j'ai fait des projet pilote à l'université, donc un programme qui s'appelle un nano-programme pour enseigner les compétences sociales et émotionnelles à l'école primaire. C'est la même chose au secondaire, Jean. Et je les travaille à distance. Mais on ne peut pas parler de formation, accumuler les formations, c'est pas possible. Dans le domaine de la formation du personnel, ce qui est reconnu efficace, c'est la formation accompagnement. OK? Donc, ce que je fais depuis 3 ans, et ça, bon, j'ai des données, mais c'est peut-être, je ne les présenterai pas ici, c'est hyper positif. Je suis estomaquée de voir la réception des profs, des gens sur le terrain. Donc, j'ai un programme de formation qui est en plus complètement à distance, qui suit les profs pendant 26 semaines. Je dis des profs, mais c'est des gens, des organismes communautaires, tous les gens qui travaillent avec des enfants et ils viennent prendre la formation que j'ai nommée nano-programme pour enseigner les compétences socio-émotionnelles à l'école. Et cette formation-là, elle est destinée à des gens qui sont sur le terrain. OK? J'en ai de la France, j'en ai de la Belgique, j'en ai de la Roumanie, dans la francophonie.
J'ai une cohorte qui vient de commencer en octobre, une autre qui va commencer dès qu'on a suffisamment d'inscriptions. L'autre chose que je voulais dire, je vais compléter là-dessus, l'autre chose que je voulais dire, c'est très difficile d'amener ça dans la formation initiale. J'ai pas réussi depuis les 10 dernières années, à amener ça dans la formation initiale de ma propre université. Donc, j'ai fait un cours de 2e cycle où il y avait de la place dans le programme, et là, vraiment de 2e cycle en éducation pour permettre à ceux qui veulent développer ou bonifier leurs propres compétences et savoir les enseigner et semer les bonnes graines dans leur milieu. Et ça a très, très bien fonctionné. Et cette année, on m'a demandé de créer un programme dans mon université, on s'entend là, OK? Pour justement aider les enseignants à savoir enseigner ces compétences-là au primaire. Et je viens d'avoir une demande de mon université pour faire un programme de baccalauréat, au baccalauréat, la formation initiale pour les enseignants du secondaire. Donc, c'est pas gagné. C'est vraiment pas gagné. Merci. Merci. Voilà, et justement, ce colloque est pour croiser les regards. On est là pour croiser les regards et approfondir la réflexion. On revient à la première question qui a été adressée à M. Salmon. Voilà, Salman. It feels like a rap battle. Do you have rap battle? C'est comme une bataille de rap. C'est comme une bataille de rap. J'aime beaucoup l'énergie. Si je me rappelle bien des questions qui ont été adressées pour les enseignants, ce n'est pas mon expertise. Nous avons beaucoup parlé sur les moyens et les formations contre l'harcèlement, l'apprentissage émotionnel aussi en termes de formation. Pour la protection de l'enfant, nous ne pouvons pas prévoir que les enseignants pourront prévenir des cas comme celui de Daniel. Vous avez une très bonne équipe de foot et ce qui se passe, c'est qu'il y a des passes entre les joueurs. Après, il y a un but qui se marque. Donc, comparons cela au cas de l'enfant. Ce n'est pas un seul enseignant qui protège l'enfant, qui marque le but et qui atteint l'objectif. Donc, quand on remarque quelque chose, c'est une passe. La passe est mise à quelqu'un d'autre, un autre enseignant entend cela, ou bien un élève, et l'information est transférée d'une personne à l'autre. Ça prend une période, ça peut prendre plus que 90 minutes. Donc, cela n'était pas fait au cas de Daniel, ce transfert d'informations. À la fin de ce processus, quelqu'un va marquer le but, les autorités pourraient intervenir. Donc, dans le cas de Daniel devait être déplacé et mis en place ou un espace sécurisé. Donc, les autorités n'étaient pas notifiées. Donc, comment peut-on marquer le but, la fin de l'action? Donc, il y a ces discussions, il y a les préoccupations, mais il n'y a pas d'actions qui sont prises. Ces préoccupations doivent être notées pour qu'elles ne soient pas oubliées. Donc j'aimerais ajouter quelque chose sur la confidentialité que j'ai mentionnée. Cela est crucial parce que le partage de l'information de façon appropriée ou de façon non appropriée est aussi une sorte d'harcèlement. Dans nos cultures, nous ne voulons pas les voisins qui connaissent nos affaires privées. C'est important, mais quand vous êtes un professionnel qui sauve les vies, c'est comme un docteur qui mène un diagnostic. Vous n'allez pas garder vos symptômes en secret. Donc, il faut savoir, il faut partager. Il n'y a pas un enseignant. Si un enseignant marque le but, c'est le seul qui va connaître les informations. Donc, les autres ne vont pas savoir les conditions de la famille. Quelqu'un doit savoir dans l'école, au moins une personne, pour qu'il puisse parler avec l'enfant et comprendre l'enfant. Par rapport à l'abus, comment peut-on prévenir tout l'harcèlement? C'est difficile de dire, c'est difficile. Je suis un travailleur social, je ne suis pas un psychologue. Nous travaillons avec les cas et le cas de Daniel était très intéressant parce que quelqu'un a parlé hier de la divorce. Du divorce. Le divorce est une sorte d'abus et d'harcèlement contre l'enfant parce que les parents créent une équipe et les deux ont causé sa souffrance. La famille ne devait pas agir de la manière. Donc la famille, parfois,
nous devons intervenir à l'intérieur de la famille parfois. Au lieu de dire que les parents doivent rester ensemble, nous avions la possibilité de travailler avec un des parents parce que la relation a été toxique. La relation toxique a causé son meurtre, ou a causé sa mort plutôt. Donc la famille doit être fonctionnelle pour l'enfant. Et peut-être Daniel, si Daniel a été sauvé, il pouvait être adopté, mais si un parent essaye ou ait une nouvelle tentative avec un autre partenaire, peut-être en suivant cette manière, l'enfant pourrait être sauvé. C'est ce que je pense. Merci. Je m'excuse de dépasser le temps. L'intérêt des questions et peut-être que si on déborde un petit peu pour la bonne cause, ça ne fera pas de mal, surtout qu'il y a beaucoup d'intérêt et que les réponses qu'on est en train d'apporter ne feront qu'enrichir le débat. D'accord? Et on mangera peu, même si je suis gourmande. Donc, je donne la parole peut-être à... vous avez des... Monsieur Bellon? D'accord. Donc, vous avez été interpellé. Donc, on commence par Monsieur Bellon et après Madame Hassou. Et après, on revient vers vous. Oh, j'ai pas grand-chose à ajouter par rapport à ce qu'ont dit les autres intervenants. Peut-être un point quand même. Je pense que l'enjeu décisif reste la formation des enseignants. Moi, j'ai une comparaison qui me vient tout le temps à l'esprit, c'est la comparaison avec les médecins. Sitôt que la médecine a commencé à exister, à se constituer, dès le 4e siècle avant notre ère, les médecins se sont souciés de se donner un serment d'Hippocrate, c'est-à-dire un code de valeurs qui était inséparable de leur métier. Alors, parce que le métier de médecin, c'est pas comme n'importe quel métier. Si mon garagiste ou mon plombier est un pervers, ça n'empêchera pas de réparer ma voiture ou ma chaudière. En revanche, si le médecin n'a pas de valeur, si je ne peux pas lui faire confiance, moi qui vais lui confier tout ce qu'il y a de plus intime, ça serait une catastrophe. Et l'enseignant, comment se fait-il qu'une réflexion plus approfondie ne soit pas menée sur l'éthique enseignante, et j'ai presque envie de dire plus que l'éthique, la morale? Les enseignants, la morale, c'est les valeurs, l'éthique, c'est le comportement. Est-ce qu'il n'est pas nécessaire que les professeurs s'arment, se dotent d'un serment d'Hippocrate, comme l'ont fait les médecins, d'un code de déontologie, c'est-à-dire d'un socle qui évite les dérives? On a parlé à maintes reprises de la violence des adultes en direction des élèves, de la violence des professeurs. On a parlé des châtiments corporels qui, quoique interdits, continuent à exister. Et moi, qui ai un certain âge, je peux vous assurer que je me suis fait frapper quand j'étais enfant par mes enseignants ou par des surveillants généraux. Donc cette violence-là, elle n'est pas encore très loin et elle a été remplacée. Lorsque la violence physique n'est plus là, c'est la violence morale, c'est les humiliations, thème qui est très peu étudié, cette manière qu'ont certains professeurs parfois d'être extraordinairement blessants à l'égard de leurs élèves. Donc je pense que les choses commencent là. L'éducation à l'empathie, elle se fait d'abord par la rencontre d'adultes qui sont eux-mêmes empathiques et des adultes qui sont eux-mêmes porteurs de ce socle de valeurs. Donc je suis absolument convaincu que l'enjeu décisif, c'est la formation des enseignants et qu'il y a sur ce chapitre-là, et particulièrement, j'allais dire, dans la dimension éthique ou morale, des progrès considérables à entreprendre. Il y avait une question sur... Est-ce qu'on peut transformer l'élève harceleur en un ambassadeur? Ce serait évidemment notre souhait. Est-ce qu'on y parviendra? Je n'en sais rien. Encore une fois, moi j'ai toujours un peu quelques réserves lorsqu'on s'imagine, lorsqu'on se représente le harceleur comme existant en tant que tel, c'est-à-dire un personnage qui aurait des caractéristiques. Non, très souvent c'est un enfant ou un adolescent, et j'en ai rencontré beaucoup, qui sont comme les autres. Simplement, ils sont pris entre deux feux, si j'ose dire. Ils sont pris entre d'un côté leur
leur répugnance à faire souffrir autrui, parce qu'eux aussi, ils ont une conscience, ils ont une raison et une volonté, et leur incapacité à se défaire de la pression du groupe. Donc, oui, je pense qu'on peut faire changer, c'est bien tout l'enjeu de l'éducation, on peut faire changer les comportements des élèves, et c'est bien souhaitable. Mais commençons d'abord par faire changer ceux des professeurs, je pense que ce sera peut-être l'essentiel. Voilà, c'est bon. Pour la question de l'écoute, c'est une question récurrente, c'est une peur qui existe chez les personnes qui vont écouter, qui se prêtent à cet exercice, mais aussi chez le corps enseignant, chez les différents partenaires, chez les différents membres de la communauté. Seulement, la chance que nous avons avec cette méthode, comme elle est non blâmante, quand un élève vient rapporter, quand il vient dénoncer, qu'est-ce qu'il gagne? C'est-à-dire que quand il y a une punition au bout de la chaîne, ben oui, je vais aller dénoncer, ben voilà, ils vont me croire, hein, et ça sera une punition. Là, il n'y a rien à gagner. Il sait que bon, ben, ça va être un peu de temps qu'on va lui prendre, on va l'écouter, il va être écouté par l'équipe qui s'occupe des intimidateurs, mais rien de plus. Parce que dans la méthode, il y a, et avec le temps, les enfants le comprennent, ils savent que c'est un espace très précieux. Il y en a au début qui s'amusent à utiliser cet espace pour donner des fausses informations, des choses comme ça, mais très vite, ils comprennent que c'est un espace précieux, qu'ils doivent protéger et qu'ils pourraient un jour eux-mêmes devoir utiliser. Donc, c'est un élément de dissuasion. Alors après, je ne sais pas si dans votre question, il s'agissait aussi des dénonciations des adultes. Voilà, alors ça, c'est vrai que dans notre méthode, on ne s'en occupe pas beaucoup, mais les personnes qui sont entraînées à l'écoute, elles apprennent avec le temps à avoir ce discernement, quand on écoute, on ne cautionne pas. Donc, on prend le temps pour dissocier, pour écouter, et on arrive au final à voir si l'enfant, avec l'expérience, on arrive à voir si l'enfant dit vrai ou pas. Mais ça, c'est un autre volet, je pense, qui ne fait pas partie de la méthode. Après, je vais vous donner, Monsieur Wadier, une situation où nos élèves, les fameux harceleurs, c'était une situation qui est arrivée il y a une année à peu près. On avait des élèves qui c'était une situation assez compliquée. Ils avaient filmé un élève en train de se faire frapper. La vidéo a fait le tour, c'était viral. On n'a pas pu éliminer la vidéo. L'équipe s'est mise sur cette situation-là et il fallait sanctionner parce que c'est dans le code de l'école, le règlement de l'établissement, il fallait sanctionner. C'était un acte grave qui méritait sanction parce que c'était parti très loin. Et donc, ils ont été sanctionnés par rapport à ça avec, bien sûr, un travail auprès de la victime, protection de la victime, et un travail de réparation envers la victime, mais aussi en réparant, il se réparait. Et quelques mois plus tard, c'est le même groupe d'élèves qui est venu voir la cellule en disant « Écoutez, on est dans une situation... » Voilà, il y a une vidéo de moi, un garçon qui disait « Il y a une quelqu'un m'a filmé, et cette vidéo... et sur le réseau. Et maintenant, on vous demande de traiter ces élèves exactement comme ce que vous nous avez traité. Vous nous avez appris, nous avons compris, non. Et donc, on aimerait bien qu'ils aient le même traitement parce que vous nous avez bien fait comprendre qu'à l'école, quand on fait des erreurs, on a le droit de réparer et le droit de grandir. Voilà. Merci, Amal. Et je passe la parole tout de suite à Madame Johanna Erhardt. Merci beaucoup. Et oui, ça tombe sur mes épaules d'être la barrière entre vous et vos repas. Par ailleurs, ma ventre aussi, elle me réclame un peu. Donc, moi, je vais répondre à cette question si je l'ai bien compris, c'est est-ce que l'école peut vraiment tout changer? Et
la réponse est clairement non. On ne demande pas aux enseignants dont le métier, c'est d'enseigner, de aussi changer le monde et prendre en charge toute la responsabilité de la protection de l'enfant. Mais on a son rôle et on a une partie d'une responsabilité là-dedans. Je crois qu'on est d'accord là-dessus. La question, c'est peut-être les limites de ces responsabilités. Évidemment, si on va changer un comportement, là par exemple, si on regarde certains pays qui ont arrivé à un taux de 0 du châtiment corporel, c'est ça ce qu'on dit en français, ça me semble un peu bizarre, châtiment le mot, mais voilà. Oui. Corporal punishment. Oui, oui. Ok, de châtiment corporel. C'était donc à l'initiative des écoles, des professeurs qui ont dit on ne veut plus utiliser ça. C'était à l'initiative des associations de droits de l'homme, de droits de l'enfant, pour dire il faut mettre fin à ces punitions à l'école. C'était aussi le cadre légal qui ont dit on va mettre fin à ça, mais en même temps dans les médias. Et là, par exemple, moi, je vis en France. Je me rappelle bien, il y a 10 ans, il y avait une campagne de sensibilisation sur la violence envers les enfants au sein des familles, des foyers, en France, il y a 10 ans. Parce qu'on continuait toujours à frapper ces enfants dans le milieu familial. Donc, il fallait une campagne de médiatisation menée par le gouvernement et ensemble avec un travail avec l'éducation nationale pour que toutes différentes parties de la société arrivent au même point pour dire on ne va pas utiliser la force, la puissance et la violence et la soumission pour élever nos enfants, que ce soit dans le milieu scolaire ou que ce soit ailleurs. Donc pour moi, c'est l'école avec les autres parties de la société et on ne va pas mettre le fardeau de responsabilité que sur les enseignants parce qu'on sait très bien, ils ont déjà un fardeau très très lourd, très compliqué, mais on sait aussi qu'en travaillant avec les enseignants, à travers des formations qui commencent par, comme Claire elle a dit, la questionnement de soi-même, que ça apporte un côté très différent à leur enseignement, à leur façon d'engager dans les salles de classe avec leurs élèves. Et à la fin de tout ça, ce qu'on voit, c'est on a des enseignants avec un sentiment sont plus heureuses, satisfaites avec leur profession et des élèves qui font mieux à l'école. Donc c'est gagné, gagné. Et je vais laisser ça là. Merci. Merci infiniment à tous nos intervenants. Et même si il y a mon ami dans le public, mais on me demande. Écoutez, là, tout le monde a disparu. Vous voyez, je suis seule face à vous. Tout le monde est parti et donc je vais. Là, j'ai le très mauvais rôle. Tout mon capital sympathie est perdu. Donc, je vous prie. Donc, hier, Madame Gide a utilisé Allah yarham al walidin. Alors aujourd'hui, je vais dire un mot encore plus fort. Halar. Donc, merci. Mais on termine vous êtes passionnants, les intervenants aussi, et on termine sur une belle démonstration. Tout ce que nous voyons là, même ceux qui sont fâchés parce qu'ils n'ont pas pu poser leurs questions, on est sur un autre registre. On est en train d'humaniser le système éducatif. Et go ahead. Donc, l'atelier numéro 3 aura lieu dans la salle des assemblées, ici, et l'atelier numéro 4 aura lieu dans l'autre bâtiment en face, salle 4. Merci.